Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Il était une fois le roi perse de tous les rois, Shahriyar. Ce bon roi décapita sa femme après avoir découvert qu'elle lui était infidèle. N'en content de la décapiter, fou de rage, le monarque décida de se venger de la gente féminine dans son entier en prenant une nouvelle épouse chaque nuit et en la décapitant le lendemain matin, prévenant ainsi toute infidélité future. Après que la plupart des femmes éligibles du royaume se soient enfuies ou aient été tuées, Scheherazade, la fille du conseiller du roi, imagine un stratagème pour se sauver et sauver les futures victimes. Scheherazade insiste pour épouser le monarque et lors de leur première nuit ensemble, elle lui raconte une histoire, mais sans révéler la fin. Le roi lui permet de vivre un jour de plus pour terminer son histoire. Et elle continue donc avec ses cliffhangers, ses histoires passionnantes, à vivre pendant 1001 nuits. Finalement, les histoires de Scheherazade ont amené le roi à changer d'avis, à tomber amoureux de Scheherazade, à réaliser les injustices qu'il avait commises et à cesser son déchaînement de vengeance. Scheherazade, la narratrice des contes des 1001 nuits, gagne sa place comme l'une des héroïnes les plus rusées de la littérature mondiale. Bonjour, c'est Vincent, et bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Quel leadership de cette femme qui finalement échappe à une mort certaine. Alors on passe sur le fait que ce sont des femmes qui sont décapitées pour des raisons qu'on ne qualifiera pas, mais nous allons plutôt nous concentrer sur la signification ou le symbolisme présent dans la résistance de cette femme. Shahriyar, donc Shahriyar qui a donné le Shah, le roi, le grand prince, est convaincu de quelque chose. Tellement convaincu d'ailleurs qu'il est prêt à passer pour un des pires rois de l'histoire de l'humanité. Mais il est convaincu. Et Scheherazade, pour survivre, n'essaye pas de le convaincre du contraire. De lui dire, alors elle pourrait jouer sur la pitié, elle pourrait jouer sur son sens moral, elle pourrait jouer sur tout un tas de choses. Et en fait, elle ne joue sur finalement aucune des cordes habituelles, mais elle essaye de vivre suffisamment longtemps pour qu'au travers de ces histoires, Shahriyar comprenne qu'il commet une erreur, qu'il a commis des erreurs, et qu'il doit changer. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette lecture, symbolique ou interprétative d'une des histoires des contes des 1001 nuits? Eh bien que pour changer l'opinion de quelqu'un, imposer son propre point de vue ne sert absolument à rien. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui est anti-vax, qui a voté pour Vladimir Poutine ou Donald Trump, qui est contre je ne sais quel principe qui à vous tient particulièrement à cœur. Essayer de lui imposer son point de vue ne fonctionnera pas. Alors il y a plusieurs raisons à cela, on ne va pas les passer en revue, c'est pas l'objet de l'épisode, mais tout à fait typiquement, l'implication émotionnelle de la personne dans cet argument, l'identification qu'elle fait avec le groupe qui porte cet argument sont souvent des critères, des éléments qui rendent le changement d'avis absolument impossible. Souvent d'ailleurs, les personnes ont mis un certain nombre d'années à, pas forcément à former l'opinion, mais en tout cas à être imprégnées par l'argument. Et donc ce que fait Scheherazade, en fait, c'est d'utiliser finalement la même longueur pour essayer de convaincre et de changer l'opinion du roi. Donc, premier principe pour changer l'opinion de quelqu'un, ne pas imposer votre point de vue.
Deuxième principe, pratiquer le judo psychologique. Ou d'ailleurs, l'aïkido, qui est le seul sport purement défensif, le seul art martial purement défensif. Et donc, pratiquer l'aïkido psychologique. Ne jamais aller à l'encontre de la personne que vous essayez de convaincre. Vous voyez, Scheherazade, finalement, elle se dérobe. Elle présente une histoire et hop, la fin viendra demain. D'ailleurs, c'est des principes qui, dans les séries télévisées, ont été mis... je ne sais pas s'ils ont lu les Mille et une nuits, mais en tout cas, c'est très clair. On laisse la fin pour plus tard. Et donc, ça permet de faire quoi? Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet de continuer la relation. Et je pense que c'est une leçon relationnelle que nous donne Scheherazade, c'est de continuer la relation, de continuer une histoire, alors là par le suspense, et par le storytelling. Parenthèse, peut-être un des grands débuts du storytelling. Donc, pratiquer l'aïkido psychologique, c'est simplement se défendre, mais quelque part sans frapper, en évitant chaque fois que le coup fatal vienne. Et dans notre cas, nous, le coup fatal, c'est « je ne suis pas d'accord, il n'y a plus de conversation ou de discussion possible ». Et troisième principe, eh bien, il faut accompagner le changement. Alors, je n'ai pas lu les Mille et une nuits, mais apparemment, au fur et à mesure des contes, parce que Mille et une nuits, ça fait quand même 2 ans et demi, si je compte pas trop faux, presque 3 ans, eh bien, on peut imaginer qu'au fur et à mesure, les histoires, les contes, chaque nuit que Scheherazade racontait à son roi, finalement, portaient des messages, portaient des symboles, parce qu'elle avait son attention. Et donc, ça revient aussi finalement à parler de cet aïkido psychologique, c'est donner des petites pépites comme ça, mais tout en s'assurant que la relation est stable et qu'elle continue à exister. Puisque sans relation, il ne peut de toute façon pas y avoir conviction. Alors, ça ce sont les principes. Ne pas imposer son point de vue, pratiquer l'aïkido psychologique, accompagner le changement. Je vous propose 4 étapes. On pourrait presque dire chronologique. Vous verrez si vous essayez cette méthode que, eh bien, elles peuvent se mélanger. Ça veut dire que vous pouvez faire l'étape 3, puis ensuite l'étape 2, etc. Mais je dirais, le plus logique pour moi, c'est de vous les présenter dans cet ordre-là. Première étape. Essayez de comprendre le fonctionnement de l'autre. Comprendre n'est pas être d'accord. Pour survivre, Scheherazade a dû essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait motiver le roi à commettre ces meurtres, ces crimes. Vous pourriez me dire, mais comprendre un meurtrier, alors bon, nous on est dans le monde professionnel, c'est pas le cas, mais oui, peut-être essayer de comprendre quelqu'un qui vous est absolument insupportable. Imaginez, vous avez un chef que vous n'aimez pas, que vous trouvez mauvais, que vous trouvez incompétent, que vous trouvez, je sais pas, politicien, ou mou, ou peu importe. Peu importe. Ce qui est clair, c'est que comme Scheherazade, vous prenez un risque en continuant la relation avec cette personne-là. Donc, vous devez essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre. L'outil essentiel, c'est évidemment l'écoute, l'écoute empathique, mais comprendre n'est pas être d'accord. Ce n'est pas parce que vous essayez de comprendre la personne en question que vous êtes d'accord avec elle. C'est juste essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre, par le questionnement, par l'empathie, pour essayer de représenter le plus fidèlement possible le fonctionnement de l'autre. Vous devriez, à la fin de cette étape, être capable de raconter, d'expliquer le fonctionnement à la personne que vous avez en face de vous, et que cette personne dise oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu m'as parfaitement compris. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les étapes 2 et 3 sont des étapes qu'on utilise souvent en coaching cognitif et comportemental, qui sont ce qu'on appelle des discussions de la preuve. Alors, l'étape 2, c'est ce qu'on appelle la discussion de la preuve scientifique. Ça veut dire qu'on va essayer de semer le doute en disant des choses comme « oui, mais et si ?» 3 petits points. Preuve scientifique dans le sens où, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a une conviction, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble logique, une construction logique, et simplement vous allez essayer d'amener des contre-exemples. Pas pour détruire, mais en tout cas pour lézarder des murs, un petit peu ramollir les fondations. Donc, et si ? Et si toutes les femmes
n'était pas coupable, entre guillemets, hein, pour revenir à notre histoire de Sherazade et de Shahryar. Et si toutes les femmes n'allez pas vous tromper. Et si une des femmes porte l'héritier qui fera la grandeur de votre royaume. Enfin, vous voyez, on peut imaginer, et si, comme étant la preuve scientifique, le contre-exemple à l'échafaudage logique amené par la personne en face de vous. Étape 2, semer le doute. Étape 3, c'est ce qu'on appelle preuve pragmatique. C'est-à-dire lier action et conséquence. Les actions passées ont-elles amené des comportements voulus ? Est-ce que le fait de tuer une nouvelle jeune femme chaque nuit vous apporte quoi ? Qu'est-ce que cela vous apporte ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Et donc, on peut imaginer que Shahryar, au début, peut dire, oui, ben évidemment, ça m'est égal, je m'en fous, il est encore enragé. Mais au bout d'une année et demie, 2 ans, le temps faisant son office, il va se dire, oui, finalement, je me sens peut-être pas hyper bien, parce que j'ai décapité les 80% des femmes de mon royaume, ou que sais-je. Mais vous voyez que cette preuve pragmatique, c'est... Et même si votre construction est la bonne construction, même si scientifiquement vous auriez une théorie qui tient la route, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que vous êtes mieux ? Est-ce que vous vous sentez mieux ? Ça, c'est la preuve pragmatique. Alors dans l'article que je vous cite en fin de note du podcast, qui est un article de l'INSEAD à Paris, moi, je vous rajoute cette preuve, la preuve dont je vais vous parler maintenant, n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la preuve logique. Donc, ils parlent de la preuve scientifique et de la preuve pragmatique, mais ils n'ont peut-être pas fait de coaching cognitif et comportemental. Il y a une troisième type de preuve qu'on peut essayer, c'est la preuve logique. C'est expliquer l'illogisme du comportement. Dans le cas de Shahryar, c'est assez évident. Qu'est-ce qui se passe si tu décapites toutes les femmes de ton royaume ? Logiquement, tu arrives à quoi ? Tu arrives au fait que tu n'as plus de femmes à épouser. Et donc pas de descendance. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Et donc là, normalement, le roi va se dire « Oups !» Alors, il ne faut pas enfoncer le clou en disant « Tu vois, je t'avais bien dit ». C'est pas c'est de dire « Ok, pouvons-nous trouver une autre solution que celle-là ?» Donc, lier action et conséquence, preuve pragmatique, et puis expliquer l'illogisme du comportement, preuve logique. Et quand on a fait ça, normalement, la personne est prête à imaginer d'autres potentiels, et donc la quatrième étape, c'est aider à explorer les alternatives. Donc en fait, si on veut vraiment résumer ces 4 étapes, on pourrait presque dire qu'il y en a soit 5, soit 2, moi je préfère en parler de 3, pardon. Première étape, essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre. Deuxième étape, utiliser une ou 2 ou 3 des diverses preuves scientifiques, preuves pragmatiques, preuves logiques. Et puis, troisième étape, aider à explorer les alternatives. Mais si tu décidais de faire comme ça, comment est-ce que tu peux, comment est-ce que tu pourrais, ou comment est-ce que nous pourrions ? Comprendre, discuter, explorer. Ce sont les 3 verbes qui résument nos 3 étapes. Comprendre, discuter, explorer. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, nous posons véritablement notre propre vision du monde. À aucun moment. En fait, on continue à discuter avec la personne sans dire « moi je pense que ce que tu fais est faux ou juste », etc. Ce sont vraiment, en fait, Sherazade a coaché le roi sur son comportement. C'est peut-être une des premières coachs de l'histoire d'ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment la littérature mondiale pour ça, mais en tout cas, étant donné quand ces contes ont été écrits, c'est peut-être possible. Peut-être, et d'ailleurs, du coup, la première coach est une femme. Et oui, donc bravo, mesdames. Donc, imaginez maintenant, prenons un exemple concret, dans les 30 secondes qui nous restent, imaginez que votre chef, que vous adorez pas vraiment, ne veulent pas engager des renforts. Selon vous, il y a besoin d'avoir plus de personnes, il y a besoin d'avoir plus de ressources, comme on dit souvent. Comment faire ? Eh bien, vous pourriez essayer de le convaincre, ou vous pourriez essayer de comprendre pourquoi, quelle est sa construction logique par rapport
à je ne peux pas engager de nouvelles personnes. Hein. Comment est-ce qu'il argumente? Quelle est la construction qu'il fait pour ça? Ensuite, vous pourriez utiliser une ou l'autre des preuves que je vous ai données, la preuve scientifique, mais et si on avait un consultant? Ou si on avait un stagiaire? Et puis, mais le fait qu'il n'y a pas de ressources, est-ce que le fait que tu t'opposes à notre demande, est-ce que voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens moins bien? Preuve logique. Mais s'il n'y a vraiment personne, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Et l'aider finalement à explorer quelque part les conséquences de son comportement. Et puis ensuite, une fois peut-être qu'il ou elle est prête, eh bien dire, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative? Comparez ça avec vous, avec votre bandière, votre bannière je sais pas, de syndicaliste ou vous me faites le défenseur des opprimés, de la veuve et de l'orphelin. Voilà. À mon avis, la première conversation est beaucoup plus porteuse que la deuxième. Donc, comment changer l'opinion de quelqu'un? Eh bien, ce n'est pas forcément en essayant de le convaincre, mais peut-être en essayant, de comprendre son fonctionnement, en discutant le fonctionnement, et en particulier au travers des preuves, et 3, en l'aidant à explorer les alternatives. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.